Salut à toi et ravie de te retrouver pour un petit épisode hors série. Alors pourquoi hors série ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais durant l'été 2021, j'ai décidé de te proposer une mini-série à la Netflix. Sauf que les épisodes de Filles Expat, ils sont bien réels et il n'y a aucune fiction. J'ai donc demandé à ma chère partner in podcast, je nomme Tiffany, de bien vouloir partager avec moi, mais surtout avec toi, cette nouvelle aventure qu'elle était en train de vivre. Tu retrouveras tous les différents liens dans la description de cet épisode, mais pour replacer brièvement les choses dans leur contexte, dans l'épisode numéro 39, elle nous parle du déclic qui l'a fait passer d'une vie posée à une vie d'expat à Londres. Ensuite, dans l'épisode numéro 41, elle te dévoile pourquoi cette vie d'expat ne lui correspond plus et ce qu'elle a mis en place pour devenir digital nomade. D'ailleurs, on est à quelques jours de son grand départ au moment de l'enregistrement et quelque chose de très drôle, si tu l'écoutes, environ à la 7e minute de cet épisode, je lui dis et je te dis également, haut et fort, que je suis jalouse qu'elle parte apprendre l'espagnol au Mexique et qu'elle fasse attention car je risque de débarquer à mon tour. Eh bien, figure-toi, je ne sais pas si tu le sais déjà ou pas, mais j'ai effectivement débarqué de mon Mexique et j'ai rejoint Tiffany. On a pu donc enregistrer cet épisode en face à face alors qu'elle vivait cette vie de digital nomade depuis déjà 5 mois. On s'excuse d'ailleurs de le publier un peu en retard et pour se faire pardonner, on te promet la suite très prochainement car vous allez le voir, les choses pour elle ne se passent pas du tout comme elle les avait envisagées. D'ailleurs, si tu veux, tu pourras également écouter l'épisode numéro 43 où elle parle de son vécu déjà depuis un mois qu'elle est au Mexique. Bref, j'arrête le suspense et je te laisse avec notre conversation du jour. Très bonne écoute. Nous voilà, quelques heures avant mon départ pour l'aéroport pour faire ce petit épisode. Tiffany, comment tu vas ? Hello, ça va très bien. Ravie de repasser derrière le micro pour raconter un petit peu la suite des aventures. Très bien. Et moi je sais beaucoup de choses parce que du coup ça fait 1 mois et demi qu'on est dans le même co-living. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un co-living, je vous invite également à aller voir ça parce que c'est super intéressant comme concept pour les digital nomades. Mais elle va nous en parler un petit peu plus puisqu'elle va partager avec nous son expérience. Donc Tiffany, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans ton dernier épisode, tu étais à Mexico City et tu t'es apprêtée à faire tes valises pour voyager un peu à travers le Mexique. Tu te souviens ? Ouais, maintenant que tu le dis, ouais. Ça me paraît hyper loin. C'est ça. Elle a fait tellement de choses entre-temps qu'elle a déjà oublié. Mais du coup, raconte-nous un peu ce qui s'est passé entre le moment où tu quittais Mexico City à aujourd'hui à San Cristobal. Ouais, j'ai quitté Mexico City du coup pour 2 semaines de voyage avec un pote qui m'a rejoint pour ses vacances au mois d'août. Donc on est parti dans l'état de Oaxaca qui se trouve sur la côte pacifique. On a fait Oaxaca City. Ensuite on est parti à Puerto Escondido qui est là vraiment une ville qui est sur la plage quoi. Ça a été difficile parce qu'il faisait très très chaud. Genre vraiment très très chaud au mois d'août, 40 degrés, très très humide et tout. Donc moi j'ai pas trop kiffé, pourtant c'est une ville qui monte un peu dans la communauté digital nomade, mais voilà, on peut pas tous être d'accord sur les lieux. Et du coup après je suis arrivée à San Cristobal, donc c'était fin août, je suis restée 2 semaines. Et là gros kiff pour la ville. Et puis l'endroit aussi où on est actuellement du coup, le co-living, c'est juste un petit havre de paix parfait pour travailler. Et je pense qu'après plus de 3 mois à bouger dans tout le Mexique, j'avais besoin de me poser quelque part, notamment pour aussi me concentrer un peu sur mon business, faire rentrer un peu d'argent. Parce que quand tu bouges tous les 3 jours, c'est juste pas possible d'être concentré sur le boulot. Donc du coup, je suis restée 2 semaines et après, j'avais des plans déjà planifiés pour le mois de septembre. Donc mon frère est venu me rejoindre, on a fait un tour du Yucatan pendant 15 jours. Ouais, on a bougé genre tous les 3 jours, c'était hyper bien, mais en même temps hyper fatigant. Et puis le Yucatan, c'est pas mon endroit préféré du Mexique, loin de là. Je pense que c'est malheureusement très dénaturé par le tourisme de masse. Ça reste magnifique, il y a vraiment des endroits incroyables à voir, mais c'est hyper cher pour ce qu'on a en fait. Il y a des fois où les prix sont limite équivalents au prix européen pour pas le même confort. Donc j'étais un peu dégoûtée de ça, mais en même temps contente de l'avoir fait. Ensuite, on est parti 10 jours à New York. Ça, c'était le méga cadeau. Ouais, j'allais dire changement radical du Mexique aux États-Unis. Ah, de ouf, putain. Parce que toi, du coup, il n'y avait pas de restriction du Mexique pour arriver aux États-Unis à l'époque. Non, en fait, là, il y avait une restriction si tu venais de l'Europe. En fait, si t'avais passé tes 14 derniers jours en Europe, tu pouvais pas rentrer au Mexique. Mais en l'occurrence, moi, c'était pas mon cas. Et mon frère, quand il est venu me rejoindre depuis la France au Mexique, on a passé 17 jours au Mexique. Et donc après, il pouvait rentrer aux États-Unis sans problème. Et gros contraste entre le Mexique et New York. C'est complètement les opposés, mais c'était hyper cool aussi de découvrir New York. Du coup, c'était ma première fois aux States. Ouais, parce que si tu trouves que le Yucatan, c'est cher, je pense que New York, c'est encore pire, non ? Ouais, New York, c'est hyper cher, mais je m'y attendais. Ouais. En fait, ça a pas été une surprise. J'avais prévu le budget puisque c'était mon cadeau pour mes 30
30 ans et le cadeau de mon frère pour ses 25. Donc voilà, ça faisait un moment qu'il y avait le budget qui était prévu. Et puis, enfin voilà, tu sais pourquoi tu payes, quoi. T'as quand même le confort. Tu vois, par exemple, le métro, c'est hyper facile de se déplacer, etc., etc. Alors que dans le Yucatan, genre à Tulum, une course en taxi, on me demandait 250 pesos. Quand à San Cristobal, on me demande 40 pesos, tu vois. Ouais, 250 pesos, ça fait à peu près 10 euros. Ça fait 10 euros, ouais. Alors qu'ici, ouais, 40 pesos, ça... Donc une course en taxi à 10 euros, ça peut paraître rien pour l'Europe, tu vois. Mais voilà, quand tu compares au Mexique, c'est hors de prix, quoi. Carrément. Et donc du coup, New York, donc ça, petite parenthèse, super agréable. Et ensuite, tu t'es dit, il faut maintenant que j'aille me poser. Justement, t'en parlais également dans ton autre épisode, que t'as besoin d'instaurer cette petite routine. Et donc du coup, t'as décidé de revenir à San Cristobal. Exactement. En fait, je cherchais un endroit où je puisse me poser 2-3 mois. Et en fait, quand je suis venue fin août, j'ai vraiment kiffé les vibes de la ville. C'est une petite ville, mais qui a tout d'une grande ville, en gros. Sauf les grands buildings. Ouais, voilà, il y a pas de grand building, mais voilà, niveau food, on peut manger de la cuisine du monde entier, ça c'est trop bien. Franchement, il y a tout, tu vois, il y a même Walmart qui, si t'as vraiment besoin de quelque chose de spécifique, tu peux te faire livrer par Amazon. Enfin, t'es vraiment connecté au monde, on va dire. Et en même temps, t'as vraiment les vibes hyper locales, t'as tous les locaux qui vendent leurs trucs, etc. Donc il y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Et puis le truc que moi j'ai kiffé ici, c'est le service de laundry pour le linge, parce qu'au coin de la rue où on se trouve, très important, si tu ramènes ton sac de linge sale, tu payes 60 pesos, ouais, ça fait... 30 pesos, moi je paye 30 pesos ouais, à chaque fois. parce que toi t'as pas beaucoup d'affaires. Ouais. Moi j'ai le double d'affaires de Tiffany, même peut-être voir le triple. Donc moi quand je ramène mes affaires, il y en a beaucoup. Et en gros, ouais, pour quelques euros, on vous lave, on vous le repasse, et on vous le ramène. Mais ça, c'est partout dans le Mexique. Oui, mais on en a jamais parlé dans les épisodes. Ah ouais, c'est vrai. Donc moi, quand je suis arrivée, j'étais pas au courant. Elle m'avait dit, mais il y a pas de machine à laver où on est. J'étais, non, mais comment ça, il y a pas de machine à laver? Moi, ça va me saouler si je dois aller faire mon linge. Non, mais tu fais pas ton linge, en fait. Si tu le poses, on te le ramène. Mais moi, ça me l'avait jamais fait dans ma vie, à part ma maman. Ouais, alors ça, c'est bon côté. Moi, ça fait 5 mois que je fonctionne comme ça. Du coup, effectivement, c'est facile. Le mauvais côté, entre guillemets, c'est qu'il y a certains trucs, par exemple, qui sont un peu fragiles, que tu voudrais... Voilà, et parfois, j'ai des vêtements qui ont un peu rétrécis, ou... parce que clairement, je pense qu'ils font pas attention, en fait. Juste, ils mettent tout à laver parce qu'ils ont tellement à laver que c'est clair. Pas la tête, quoi. Mais d'ailleurs, c'est peut-être un petit conseil qu'on pourrait donner, c'est si vous venez en tant que digital nomade, pas la peine de ramener vos habits les plus précieux. Clairement. Ça sert à rien parce que de toute façon, comme tu le dis, ils risquent d'être abîmés. Mais aussi parce que là, je vois d'ailleurs, tu portes, ça doit être un Odyssey, ça? Non? Ah, ça, on dirait avec... Ouais, on dirait un peu tendance mexicaine, mais non. C'est ça, parce qu'en fait, ils vendent tellement de trucs super mignons et super pas chers, et même des tongs, des hauts, des robes, des pantalons, qu'en fait, si j'avais su, j'aurais pas pu, parce que moi, je travaillais ma vie sur mon dos, mais je viendrais avec vraiment pas grand-chose et j'achèterais sur place, en fait. Ouais, alors après, pour blender, en fait. Ça, c'est le problème de digital nomade, c'est que... moi, après, j'essaye vraiment de rentrer dans ce truc de pas trop consommer si j'ai pas besoin, en fait. Oui. Et puis, de toute façon, quand je viens avec un sac à dos de 50 litres, donc c'est assez limité. Mais de manière générale, pas forcément prendre des trucs de valeur, entre guillemets, parce que... de valeur, tout est relatif, mais tu vois, si t'as un pull un peu de marque, un peu cher et tout, c'est peut-être pas la peine de le prendre, parce que... des fois, tu peux avoir un coup de cœur sur un truc, et du coup, après, ça rentre plus dans ton sac, donc tu t'abandonnes des choses au fur et à mesure. Et puis clairement, tu maîtrises pas le lavage, donc... Donc ça ne sert à rien. Et du coup, aujourd'hui, ça fait déjà depuis 2 mois que t'es ici ? Ouais, ça fait 2 mois. D'ailleurs, je mettrai le lien du co-living où on est, pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, parce que c'est vraiment... De toute façon, je crois pas qu'il y a une personne qui est passée par ici qui a pas aimé. Ah, d'ouf. Ouais, la plupart des gens essayent de rester plus longtemps, mais c'est booké. Donc ça aussi, il y en a beaucoup qui pensent qu'au Mexique, en ce moment, tu peux un peu réserver à la dernière minute. Mais ça dépend où t'es, en fait. Ouais, ça dépend, mais j'ai vu Mexico City, là où je suis restée, ils étaient bookés des semaines et des semaines. Ici, c'est aussi assez difficile. Donc, en fait, si tu veux un truc de qualité, notamment si t'es digital nomade et que du coup t'as besoin du Wi-Fi, genre un bon Wi-Fi, etc. Ouais, souvent les bons endroits, ils sont bookés. Parce qu'en plus, le Mexique, c'est en train de devenir un peu un pays pour digital nomade, vu que l'Asie, c'est encore fermé, etc. C'est un pays un peu à la mode. Donc on est tous dans les endroits les mieux, et le co-living où on est, clairement, c'est juste un petit paradis, quoi. C'est clair, un petit paradis, et en plus,
Donc à San Cristobal, comme tu l'as dit, on peut manger vraiment un peu de tout. Moi j'ai encore mangé il y a quelques jours israélien. Je crois que j'avais jamais mangé israélien avant. Et puis en plus ça coûte en général 100-150 pesos, donc ça fait entre 4 et 6 euros le plat. Donc en fait je me suis rapidement aperçue que, je dirais pas que ça coûte moins cher de manger dehors, mais quand tu fais le ratio, ça vaut plus le coup d'aller manger dehors que d'aller te faire chier entre guillemets. Ouais, c'est pas que ça coûte moins cher, parce qu'en vrai tu fais tes courses au marché, c'est 90 pesos. C'est rien. Ouais, pour 100 pesos qui fait 5 euros, franchement t'as tes fruits et légumes pour la semaine quoi. Mais après moi qui cuisine pas, je déteste cuisiner et tout, c'est vrai que c'est quand même hyper cool de pouvoir manger dehors fréquemment, et puis c'est bon quoi. C'est clair. Et puis t'as vraiment tout. Moi je suis végétarienne et je trouve vraiment beaucoup de choix. Je sais que il y en avait dans le co-living qui sont véganes. Pareil, ils ont beaucoup de choix, ce qui est assez rare au Mexique, parce qu'il y a quand même beaucoup de plats à base de viande, etc. Donc non, franchement, c'est une super ville pour ça. Oui, d'ailleurs, c'est une belle précision que tu fais là, parce que c'est vrai que moi, qui ne suis pas végane ni végétarienne, j'y pense pas à ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on en a parlé qu'au Mexique, il y a beaucoup de viande. Et là, comme tu le dis, à San Cristobal, c'est vrai que même trouver du fromage vegan, ça a été c'est au bout de la rue, quoi. Non, et même, il y a un magasin où ils font du tofu, ou même du houmous maison, beurre de cacahuète maison. Enfin, il y a vraiment plein de choses où il y a un magasin où ils vendent tout ce qui est amandes, tout ça en vrac. C'est quand même assez... tu vois, zéro waste, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là, quoi. Ouais, donc ça, c'est super intéressant. Je stoppe quelques secondes cet épisode pour une raison qui devrait te plaire. Comme tu peux l'entendre, Tiffany et moi, on s'est vraiment très bien sentis dans ce co-living. Nous avons adoré la ville de San Cristobal. D'ailleurs, on se sentait comme à la maison, et à en partir n'a pas été une chose facile. Si toi aussi tu recherches un endroit au Mexique où tu peux y rester quelques semaines, voire quelques mois, apprendre l'espagnol ou non, faire une pause, peu importe la raison, et que tu aimerais te sentir un peu comme à la maison, j'ai réussi à te décrocher un petit deal. Si tu contactes par message privé le co-living sur leur compte Instagram, on te mettra le lien dans la description, dis-leur en anglais que tu viens de la part de Kelly de Fille Expat et ils te feront une réduction pour ta réservation. You're welcome! Allez, place à la suite de ton épisode. Et la question que j'aimerais te poser, parce que tu as fait un post à ce sujet-là, on en a un petit peu parlé, c'est que tu disais que tu avais besoin d'une routine, d'un ancrage, mais qu'en même temps tu avais besoin de liberté. Comment tu arrives à justement mixer un peu les deux? Parce que quand même, être libre et avoir une routine, c'est un peu deux choses différentes, pour moi en tout cas. Alors moi je vois pas ça comme une contrainte, c'est plus de l'autodiscipline. Ouais. En fait, quand je suis devenue freelance il y a quelques mois, donc j'étais encore en France, donc je suis passée de salarié à freelance. Et quand j'étais salariée, j'avais vraiment... je bossais avec un cadre hyper strict. Je pointais mes heures, etc. Donc c'était vraiment très très strict. Je pouvais pas prendre mes pauses quand je voulais, etc., etc. Et donc je suis devenue freelance. Liberté du jour au lendemain. Et donc je suis passée en mode ok, je fais ce que je veux, je prends mes jours de repos n'importe quand j'ai envie, je mets un rendez-vous chez le docteur au milieu de la journée, etc., etc. Et en fait je me suis rendu compte que du coup j'étais pas du tout productive, j'avais beaucoup de mal à me reconcentrer quand je coupais mes journées, quand je prenais un day off au milieu de la semaine, le jour suivant j'avais besoin de plus de temps pour me reconcentrer dedans, etc. Donc en fait petit à petit j'ai essayé des choses, essayé de travailler, tu vois, quand je sens que j'ai l'énergie. Des fois ça peut être le matin, des fois ça peut être le soir, souvent je suis assez productive le soir et tout, mais bon. Et en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas vraiment. Et quand je suis arrivée à San Cristobal, le fait d'être vraiment déjà dans un endroit où tout le monde est digital nomade, donc quasiment tout le monde bosse. Il y en a beaucoup qui sont salariés remote, donc ils bossent du lundi au vendredi, genre 8-9 heures jusqu'à 17-18 heures parce qu'ils sont obligés quoi. Et en fait petit à petit, un peu malgré moi, j'ai adopté cette routine et je me suis rendu compte que j'étais vachement plus productive, tu vois. Et puis après, j'ai aussi besoin d'être... mes clients, ils s'attendent à ce que je sois disponible du lundi au vendredi, au moins par mail, etc. Donc déjà, il y a ça. Après, ça m'empêche pas de... Tu vois, si j'ai envie de prendre un day off dans la semaine... la semaine dernière, c'était mon anniversaire, j'ai pris lundi off. La semaine d'avant... Hier, t'étais off aussi, non ? Juste l'après-midi. Oui. Mais j'ai bossé le matin. La semaine d'avant, je sais plus, il y avait le Dia de los Muertos par exemple, donc c'était le 1er novembre, qui est un jour hyper festif ici, donc j'étais off, mais c'est aussi férié en France, donc ça allait. Mais du coup, j'ai pris aussi le 2 novembre off, parce que on m'avait dit, ouais, il y a encore des festivités à Mexique, et puis c'est un peu hangover day, donc voilà, tu vois. Donc je fais un peu... Et d'ailleurs, on n'avait même pas la gueule de bois le 2 novembre, non, fière de nous. J'avoue. On a plus bu le week-end en fait, avant le Dia de los Muertos. Mais ouais, tu vois, là par exemple, mercredi je vais bouger, donc je prends mon day off.
je manage un peu mon planning comme j'ai envie, mais j'essaye quand même de me garder cette routine parce que c'est ce qui me permet d'être productive en fait. C'est vraiment ce que j'ai réalisé. Et ensuite, je travaille beaucoup mieux le matin que l'après-midi. Donc quand je sais que, par exemple, quand j'ai besoin d'écrire, c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, donc je le mets le matin. Et après, c'est juste une autodiscipline en fait pour éviter d'être stressée, parce que je sais que, tu vois, par exemple, si je me dis vas-y, non, c'est bon, on va faire ça, et puis c'est pas grave, j'écrirai les 2 articles que j'ai besoin d'écrire plus tard. En fait, ça va rester en fond de ma tête, tu vois. Et du coup, je profite pas du moment présent parce que je suis en train de me dire, oh putain, il faut que j'écrive mes articles, mais je sais que cet après-midi, je vais être fatiguée, je vais pas avoir envie d'écrire. Enfin, en fait, c'est du coup un cercle vicieux, tu vois. Donc c'est pour ça que je me mets cette autodiscipline qui finalement me permet d'avoir ma liberté. Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce que en fait, moi, quand je suis arrivée ici, donc j'étais pas du tout disciplinée comme Tiffany. J'essayais de me lever le matin, mais bon, moi en même temps, j'essayais pas vraiment de lancer un business et tout ce qui s'ensuit. Et j'étais plus dans le social, j'avais envie de parler avec les gens, donc si les gens essaient de et le problème, c'est qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui buvait le café le matin, donc moi j'étais tout le temps là à boire le café avec tout le monde. C'est ça. Mais je connais 1 ou 2 autres personnes qui justement essayaient de se lancer, mais en même temps on n'avait pas cette discipline, et du coup c'est très compliqué parce qu'on a l'impression de ne pas avancer comme tu le dis. On y pense beaucoup, ça nous stresse, et au final on est dans un espèce de cercle vicieux, et au final on n'avance pas en fait. Mais de ouf, c'est ça. Mais après, tu vois, j'en suis arrivée à cette conclusion après 5 mois de freelancing, tu vois. C'est pas, ça m'est pas arrivé du jour au lendemain. Je veux dire, j'ai testé moi aussi le fait d'être 100% libre et faire ce que je veux. Ok, bon, en fait, ça marche pas. Mais j'ai quand même cette autodiscipline, mais en même temps, tu vois, en gros, je me fais... Tu vois, je planifie à la semaine les tâches que j'ai, je répartis, genre tel jour je dois écrire 2 articles, tel jour je dois m'occuper de ça et tout. Des fois, j'ai juste pas l'énergie, tu vois, pour écrire. C'est pas grave, en fait, je décale au lendemain. J'essaye de vraiment me laisser cette flexibilité de faire en fonction de mon énergie et mon envie. Et souvent, en plus, j'ai un peu tendance à procrastiner jusqu'à la dernière minute et à être plus productive à la dernière minute, tu vois. Donc c'est aussi ok. Je pense que c'est important en fait d'apprendre à se connaître, à savoir comment tu fonctionnes, et juste pas vouloir copier l'organisation d'un tel ou un tel, parce que ça peut ne pas marcher sur toi. Et si t'essayes absolument de faire ça, c'est contre-productif et du coup c'est pire que toi en fait. Tu perds ton énergie, t'es stressé. Mais voilà, après ça met du temps aussi à trouver qu'est-ce qui te convient en fait. Il faut juste apprendre à se connaître. Et je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. C'est cool. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, sur le plan professionnel, et ensuite on viendra sur le plan perso, est-ce que niveau pro, tu te sens épanouie dans ce que tu fais ? Ouais, alors je suis un peu encore en mode YOLO. C'est fou d'ailleurs. Voilà, tu sais, quand tu regardes un peu sur Insta et tout, tous les coachs business, machin, même ma coach business, elle me dirait ça, il te faut un positionnement, il te faut une cible bien définie, etc., etc. J'en suis tout à fait consciente. C'est juste que j'ai essayé de le faire. Enfin, je l'ai fait d'ailleurs avec mon projet Travel Planner que j'avais lancé au début de l'année et tout. Sauf qu'en fait, j'ai construit un premier business sur le papier. C'était hyper frustrant. Après, bon, je pense aussi qu'il y avait le Covid qui a fait que, à un moment donné, dans le tourisme, je pensais vraiment qu'on allait s'en sortir. Bon, finalement, on est toujours dedans. Donc, j'ai mis ce projet de côté, mais par contre, ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur, du coup, comment il faut monter un business, tu vois. Sauf que là, pour la rédaction web, en fait, j'ai saisi les opportunités qui sont montrées, enfin, qui sont apparues. Oui, parce qu'à un moment, on a besoin de thunes, quoi. Non, mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça, faire rentrer de l'argent. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Alors, j'ai fait des missions que j'ai pas du tout aimées. Donc, je sais que, ok, ça, je veux plus le faire. Là, je bosse sur d'autres missions où vraiment, ça me plaît beaucoup, je m'épanouis, etc. Mais tu vois, j'ai pas d'offre définie. Enfin, si, pour la rédaction web, vraiment basique, tu vois, j'ai 3 offres de rédaction. Mais là, j'ai envie d'aller plus vers la stratégie éditoriale, puisque, en fait, j'ai eu une opportunité de mission avec un de mes clients où j'ai fait ça. Et en fait, je me rends compte que ça me plaît. Donc, j'ai envie de développer ça. Mais pour l'instant, j'ai pas d'offre. Je suis en train d'y réfléchir un peu, tu vois, dans un coin de ma tête, mais j'ai pas encore... Enfin, j'ai besoin de temps, je pense, pour que ça fasse son chemin. Peut-être aussi échanger avec des gens qui font ça, voir qu'est-ce qui se fait, etc. Et je pense que ce sera l'objectif pour 2022, tu vois, de caler un peu mon business et d'avoir un peu des objectifs un peu plus précis et tout. Mais enfin, tu vois, tout le monde dit, ouais, il faut que tu aies un pourquoi. Franchement, enfin, je vais pas dire que j'ai pas de pourquoi, tu vois, mais c'est plus... En fait, je veux être freelance pour ma liberté, tu vois, pour pouvoir gérer à la fois mon temps, choisir les clients avec qui je travaille. Tu vois, j'ai travaillé avec un grand média français, on va pas le citer, tu vois, mais du coup, j'ai écrit plusieurs articles. Et quand j'ai dit aux gens autour de moi, genre, ouais, j'écris des articles pour tel média, tout là, ouah, c'est trop bien et tout. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé la relation que j'ai eue avec ces personnes-là. En fait, t'es juste un pion. Ils en ont rien à faire de toi. Et en fait, j'ai rien appris à travailler avec eux. Donc, j'ai juste arrêté la collaboration, en fait. Et
Et du coup, ça, c'est important pour moi de pouvoir choisir mes clients, mes missions, et que chaque mission m'apporte quelque chose et me fasse grandir, en fait. T'as déjà essayé de lister justement qui sont ces clients et qu'est-ce qu'ils ont en commun pour essayer justement de voir c'est pourquoi? Ouais, petit à petit... Alors, j'ai pas mis sur papier, mais ouais, petit à petit, en fait, je me rends compte que, tu vois, les premières missions que j'ai fait, c'était des agences web, agences SEO qui déléguaient, en fait, la rédaction d'articles. Et j'ai pas du tout aimé parce que, pareil, en fait, t'es juste un numéro pour eux. Et puis, t'as pas la relation avec le client final. Donc voilà, ça m'a pas plu. Travailler pour un grand média, ça m'a pas plu non plus. Là, je travaille actuellement avec un petit média. Et du coup, j'ai vraiment une relation privilégiée avec la rédactrice en chef. Et ça me plaît vraiment parce que du coup, elle m'apprend des choses. Enfin, voilà. Et puis, c'est sur l'expatriation en plus. Ouais. En quelque sorte. En quelque sorte, ouais. Oui, c'est un média pour les Français de l'étranger. Donc, ouais. Et puis après, voilà, mon autre client, tu vois, c'est une petite société aussi. Je suis en rapport direct avec le directeur marketing. J'ai déjà rencontré le président plusieurs fois. Donc, voilà, c'est une société à taille humaine. Et ça me plaît. C'est-à-dire que... eux, ils sont importants pour moi parce que j'ai pas beaucoup de clients en tant que freelance. Et à la fois, moi, je suis importante pour eux aussi parce que, franchement, quasiment toute leur stratégie SEO, c'est entre mes mains, tu vois. Donc, c'est vraiment une vraie collaboration entre nous et je suis pas juste une exécutante. Et voilà, en fait, exécuter, ça me plaît pas. Ouais, non, parce que là, c'est vraiment, ils font appel à ton expertise, exactement. Ils te font confiance. Ouais. Et en plus, si je me trompe pas, c'est tout en rapport, est-ce qu'on peut dire au service à la personne? Enfin, ce que tu écris, ça va aider. Bah ouais, enfin j'écris sur l'assurance santé, assurance mais les auto. gens qui vont lire tes articles, ça va les aider eux. Oui, ça leur apporte de l'information, c'est clair. Mais après, de toute façon, de manière générale, le SEO, quand on écrit, ça apporte de l'information. Mais ouais, c'est vraiment plus sur la relation que j'ai avec mon client, en fait. C'est ça qui est important pour moi, d'avoir vraiment une relation de collaboration et pas juste d'exécutant. Et que je sois une personne et pas un numéro, en fait. Ouais, non, carrément. Donc, ouais. Et sur le plan personnel, le fait justement de pas forcément avoir une... Enfin, ici, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que tout le monde te demande d'où tu viens. Ouais, je viens de la France. Mais on n'a pas vraiment une adresse fixe. Comment tu le ressens, ça, de pas avoir un chez-toi où tu peux retourner si vraiment tu en sens le besoin? Alors, dans tous les cas, je pourrais toujours retourner à Bordeaux. Oui. Mais avant de partir digital nomade, je vivais à Londres. En fait, effectivement, mon chez-moi, c'est un peu le problème des expats. Je pense que ça devient encore pire quand t'es digital nomade. Mais de base, quand t'es expat et que tu commences à vivre pendant quelques années dans ton nouveau pays, c'est un peu toujours la question où est la maison, tu vois. Genre, quand tu rentres en France, tu dis je rentre à la maison. Et puis quand tu reviens, je rentre à la maison. Ouais, c'est on n'a pas de... en fait, bipolaire à la fin, mais... on est tellement... nos capacités d'adaptation, on est comme de la pâte à modeler. Peu importe, tu nous donnes une maison, ça devient notre maison. Ouais, ça, c'est ça. Et c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui avec le Mexique, tu vois. Ça fait 5 mois. Ouais, je ressens que c'est un peu comme la maison, que j'ai adopté les codes du pays... Et ça va faire bizarre de partir, tu vois. Donc, c'est difficile. J'aimerais bien, dans les années à venir, trouver une base, ouais. Je pense que ce sera en Europe, même si j'adore le Mexique, l'Amérique latine et tout. Je pense que j'ai besoin de pouvoir rentrer souvent, entre guillemets. Enfin, tu vois, genre plusieurs fois par an. Tu vois, si ma base, c'est le Mexique... Ah oui, plusieurs fois quand même. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, tu vois, pouvoir rentrer à Noël, pouvoir rentrer pour, je sais pas, les 2-3 anniversaires des gens qui sont importants pour moi. Voilà, juste... et du coup, si t'es en Europe, c'est facile. En 3-4 heures d'avion, tu peux rentrer, alors que quand il faut traverser l'Atlantique, bah, tu rentres une fois par an, quoi. D'ailleurs, on avait un de nos colocs ici au Co-Living, Jean-Christophe, moi, j'adore ce qu'il fait, en fait. Il a une caravane en France. Ah ouais. En mode gypsy. Ouais. Et je trouve ça trop cool en fait parce qu'il est digital nomade. Et donc là, il vient au Mexique pendant, je sais pas, 4-5 mois. Ensuite, il va retourner en France dans sa caravane. Il va rester voir sa famille. Et en fait, il vit dans sa caravane et je trouve ça trop cool en fait. Parce que du coup, t'as une maison mobile en Europe qui du coup, je sais pas, tu peux le stocker quelque part assez facilement. Ça peut être une idée. Non, c'est un bon deal, ouais. C'est un bon deal. Si t'aimes vivre dans une caravane. La van life, c'est dans un petit coin de ma tête aussi. Je pense que j'expérimenterai à un moment donné. Ouais. Mais après, c'est plus le confort en fait. Parce que quand tu vis dans une caravane ou dans un van, tu vois, rien que la douche, c'est compliqué quoi. C'est tout petit, Même si la caravane, elle est garée devant chez tes parents, ça va, tu peux aller Oui, mais bien sûr, mais c'est pas le but. Enfin, tu peux rester une semaine, mais le but c'est de bouger, quoi. Après, tu peux toujours aller dans des campings et tout, mais je sais pas, mais je pense que je le tenterai parce que
J'ai envie de le tenter. Quand je serai en Australie, je pense que je le tenterai. Épisode numéro 56 sur la vie de Tiffany. Ça va de life en Australie. On s'en rappelle dans 2-3 ans. C'est ça. Dans ton épisode précédent, tu parles que pour toi, c'est important justement d'aller dans des co-living et de pouvoir rencontrer des personnes inspirantes. Parce que tu avais testé, on va pas citer le nom, mais un co-living à Playa del Carmen qui t'avait beaucoup moins plu. Ici, je comprends ce que tu as ressenti en venant ici parce qu'effectivement, on est entouré de personnes qui ont une évolution différente peut-être que dans des endroits comme Playa del Carmen, sans jugement bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu penses ici avoir rencontré des personnes qui t'ont inspiré? Ouais, bah déjà, les 3 co-owners enfin les copropriétaires, pardon, de l'endroit. Enfin, je pense que c'est ouf ce qu'ils ont fait. Enfin, pour dire rapidement un peu leur histoire, en fait, c'est des voyageurs. Ils ont voyagé pendant plusieurs années un peu à travers le monde, etc. Ils ont été volontaires dans plusieurs hostels. Et en fait, ils se sont rencontrés à un moment donné. Et ça a été coup de foudre amical. Et un peu du jour au lendemain, enfin quand tu les écoutes raconter, ils ont fait une soirée à boire du vin, ils ont fait le business plan du truc en une soirée, c'était bouclé. Et en 2 jours, ils avaient signé le contrat pour louer l'endroit. Et voilà, c'est juste des gens qui sont digital nomades, qui ont vu un petit peu tout ce qui se faisait dans le monde, enfin pas tout, mais voilà. Ils se sont dit, vas-y, on kiffe Saint-Cristobal, on monte un co-living, co-working, et voilà. Et vraiment, leur idée, c'est de créer, tu vois, home away from home. Et moi, c'est vraiment comme ça que je me sens, tu vois. Et donc c'est hyper inspirant de voir ces gens-là faire ça. Et puis voilà, après, je pense le fait de rencontrer aussi des gens internationaux, enfin le mindset est tellement différent de la France. Bon, après, j'avais déjà vécu ça à Londres, tu vois, parce que c'est multiculturel, mais ouais, tu rencontres des gens qui font plein de business différents. Il y en a qui sont remote, il y en a qui sont freelance, il y en a qui ont leur business de coaching. Donc ouais, c'est hyper cool. Après, ça me manque d'être avec des Français. Dans le sens où... Ça va, là, on était en force, on était 5 là, ouais, on cette était semaine. 5. Attention. Mais en fait, j'aimerais vraiment développer mon réseau. En fait, je me sens vraiment seule aujourd'hui dans mon aventure de freelance. Alors, c'est hyper bien d'être entourée de digital nomades de partout, sauf que la plupart sont salariés. Parce qu'il y a beaucoup... Il faut savoir qu'au Mexique, il y a beaucoup d'Américains et de Canadiens qui sont salariés remote. Ils sont sur quasiment la même time zone, donc ils viennent au Mexique chercher du soleil, chercher une vie moins chère que ça peut l'être chez eux. Donc en fait, ces gens-là, je peux pas m'identifier à eux, tu vois. Enfin, même si je peux être pote et tout, je peux pas m'identifier à eux, je peux pas parler de mes problèmes business parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Et donc j'aimerais vraiment plus connecter avec des freelances français avec lesquels je pourrais éventuellement travailler sur des projets. Et avec qui, ouais, je peux parler vraiment des problèmes business, de ce qui me passe par la tête, etc. Et avec qui je peux être vraiment comprise, tu vois. Ouais, c'est clair. Juste même, par exemple, administrativement, ou plan de comptabilité, ou des conseils, ou machin, je peux voir ça. Parce que c'est vrai que moi, ça a été le truc aussi qui m'a un peu... je pensais que par rapport au digital nomade, il y aurait eu plus de personnes qui auraient été un peu dans la catégorie de personnes où on est à essayer de créer quelque chose. Et au final, on n'était vraiment pas nombreux ici. Comme tu dis, c'était beaucoup de salariés. Ouais. Enfin, vraiment... Enfin, depuis que je suis au Mexique, j'ai rencontré vraiment beaucoup de salariés et beaucoup d'Américains de Canadiens, quoi. Et pas tant de Français. Enfin, là, voilà, on était 5, comme tu dis, cette semaine, mais en vrai, avant, il y avait juste Jean-Christophe le mois dernier, et c'est tout. C'est clair. J'ai quasiment pas rencontré de Français. Après, il y avait Floriane avec qui j'étais à Mexico City, mais voilà. Donc ça me manque. Et en fait, je pense que les digital nomades français sont beaucoup en Europe. Quand tu regardes par rapport au time zone. Ouais, c'est ça. Mais quand tu regardes un peu les digital nomades, la communauté française sur Insta, c'est beaucoup les Canaries, peu Majorque. Et puis là, c'est en train de se développer la Géorgie, un peu les pays de l'Est. Ça peut être bien pour l'été prochain, ça. Ouais. Bah, de toute façon, le plan l'été prochain, c'est d'être en Europe. Donc, mais en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, tu vois, quand je suis arrivée au Mexique, je suis allée à Playa del Carmen, parce que justement, il y avait normalement une grosse communauté de digital nomades et tout. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Et je pense que je recherche pas la même chose que la majorité des digital nomades. Pas dire tous, parce que chacun est différent, tu vois. Mais en fait, je pense que, tu vois, pour avoir du coup un petit peu analysé le truc sur Playa del Carmen, pourquoi, genre, tout le monde disait que c'était hyper bien et tout, et moi j'arrive, vraiment, j'ai détesté, quoi. Donc, je me dis, pourquoi ? Et en fait... je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils recherchent, tu vois, mais moi, juste être dans un endroit, tu vois, un peu à l'hôtel, entre guillemets, 5 étoiles, où juste tu travailles, et puis tu vas à la plage, et puis tu fais la fête, et puis tu travailles. En fait, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai vraiment envie de m'imprégner de la culture du pays où je suis. Alors, je suis aussi OK pour faire la fête. C'est pas ça le problème, mais... Playa del Carmen, pour moi, il n'y a pas d'âme, en fait. Pas du tout. C'est pas du tout le Mexique. Il y a énormément d'Américains qui viennent juste là pour faire la fête et repartir chez eux.
c'est ok, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, mais du coup, c'est pas l'endroit pour moi. Et j'ai un peu peur que je me dise, vas-y, si je vais aux Canaries, parce que tous les digital nomades, ils sont aux îles Canaries en ce moment, bah, j'ai peur de trouver la même chose, en fait. Donc, je sais pas, faudrait que je reteste. Bon, si quelqu'un nous écoute et a un endroit à conseiller, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur la page Instagram ou sur le site internet, ça pourrait être intéressant. Je t'ai vu aussi je dirais que c'était il y a 2 ou 3 semaines, quand on a notre petit couple d'Espagnols qui sont partis, tu étais triste. Pendant plusieurs jours, t'étais dans ton down, toute seule dans ta chambre. J'en ai marre des gens qui partent, j'ai vu tes stories. C'est dur. Ouais, ça fait partie de la vie de voyageur, digital nomade aussi. En fait, tu rencontres des gens avec qui tu connectes très très vite parce que tu sais que t'as pas le temps en fait. Donc c'est ça qui est hyper bien. En fait, tu tombes tes barrières beaucoup plus rapidement, tu deviens vraiment proche beaucoup plus rapidement. En plus, quand t'es dans un co-living, bah, tu vis avec ces personnes, donc c'est encore plus intense. Et la vie de voyageur fait que à un moment donné, tu pars où ces gens-là partent et donc tu dis au revoir. Et donc en fait, ça fait 5 mois que je dis au revoir à des gens. Et au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. C'est vrai. Et puis, il y a aussi le truc que en fait, personne ne te connaît vraiment. Donc ça peut peser parfois. Mais bon, voilà, il faut aussi l'accepter, tu vois. Et c'est des gens... certaines personnes avec qui vraiment tu connectes, je pense que tu les revois. Enfin, tu vois, ça a été le cas, par exemple, Floriane, que j'ai rencontrée à Playa del Carmen. Ensuite, on a passé 1 mois à Mexico City. Puis on s'est revus, tu vois, ici à San Cristobal, et là elle va me rejoindre au Guatemala. Donc je pense qu'il y a certaines personnes avec qui vraiment tu connectes, et juste bah, vous faites matcher votre programme, et vous vous retrouvez dans différents pays. Et au bout d'un moment, tu vois, ces gens, tu vois, t'as un peu l'impression que c'est un peu ta famille de voyage, tu vois, je sais pas si je peux dire ça, mais voilà, c'est vraiment des gens qui me connaissent, tu vois. Par exemple, Floriane, je sais qu'on a vraiment une vraie relation. Et on se connaît l'une l'autre, et voilà. Alors qu'ici, au co-living, c'est vrai que... Enfin, surtout ce dernier mois, honnêtement, j'ai pas fait d'effort pour lier des relations avec les gens. C'est vachement resté superficiel parce que je me suis un peu protégée aussi, tu vois. Et quand tu discutes avec les voyageurs, tout le monde dit un peu ça, tu vois. Au bout d'un moment, c'est difficile, mais en même temps, il faut aussi vivre le moment présent, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, limite, quand je vois les couples, je suis jalouse parce qu'en fait, je me dis, eux, dans tous les cas, ils partiront jamais seuls, en fait. Et je pense que ça aide d'avoir au moins une personne qui nous suit. Parce que du coup, ça nous permet de connecter avec les gens, être soi-même, mais ne pas justement avoir cette barrière de protection. Ouais, après, être en couple, c'est aussi plus dur de connecter avec les autres. Ouais. Il y a certaines personnes, bon, par exemple, Pedro et Mira, non, eux, ils étaient hyper ouverts, donc ça, c'était cool. Mais tu vois, il y a d'autres couples que j'ai vus passer ici. Et en fait, quand t'es deux, je pense, peut-être malgré toi, tu vois, t'es dans ta bulle, en fait. T'es tous les deux, tu fais des petits restos tous les deux, machin et tout. Alors que quand t'es tout seul, bah, c'est naturel d'aller vers les autres. Tout le monde est tout seul, donc du coup, tu connectes beaucoup après, plus vite. ça, c'est les couples qui, à mon avis, c'est presque limite, c'est presque, je dirais pas malsain, mais presque. Mais regarde Justina et Nate, eux, ils faisaient leur vie, chacun de leur côté. Ouais. Et je trouve que ça, bon, après, c'est les couples, eux, qui ont envie de... Peut-être que ça fait des années qu'ils font ça, et maintenant, ils en ont ras-le-bol aussi. Et ils se disent, bah non. Après, je comprends pas trop l'intérêt d'aller dans un co-living, mais peut-être financier. Non, c'est cher. Je pense que c'est plus cher un co-living qu'un Airbnb. Hein. Pour un couple, tu crois ? Ah ouais. Ouais. Parce que là... parce que tu payes les services en plus, tu vois, le coworking, le wifi, la femme de ménage. Ouais, c'est pas faux. Bah écoute, tant pis pour eux, pour ceux qui n'ont pas pris le temps de connecter. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai connecté avec pas mal de monde. Du coup, j'ai pas beaucoup travaillé, par contre. Donc, ouais, c'est comme ça. Et donc, dis-nous tes plans pour la suite. Bah là, le plan, c'est que mercredi, je pars au Guatemala. Ça a toujours été le plan après le Mexique, parce que le Guatemala, ça fait longtemps que je veux le faire. Et depuis San Cristobal, c'est logique d'aller au Guatemala. Donc voilà, je vais prendre un minibus pour 12 heures de route. Ça va bien. Et donc, je vais rester 2 mois au Guatemala. J'ai déjà mon billet retour. Donc là, pour les 3-4 prochains mois, j'ai un planning établi, ce qui est la première fois depuis 1 an, je pense. D'ailleurs, vous auriez dû voir dans l'état qu'elle s'est mise pour savoir si oui ou non. Après toute une après-midi de recherche à tout planifier, elle a mis 3 jours, je crois, ou 4 jours à se décider. Ouais, est-ce que je book Est-ce que je m'impose ces contraintes? Ouais, en fait, c'est des contraintes. Enfin, tu vois, ça fait 5 mois que je planifie pas trop. Et en fait, les peu de fois où c'était planifié au Mexique, ça m'a vraiment imposé des contraintes. Alors, tu vois, c'est à chaque fois, quand mon pote m'a rejoint, quand mon frère m'a rejoint, j'étais hyper contente qu'ils viennent, on a passé des super moments et tout.
Mais en fait, j'ai eu l'impression que parfois, j'aurais aimé rester plus longtemps dans un endroit et que j'étais obligée, entre guillemets, de partir parce que j'avais ce plan. Donc du coup, ça t'enlève cette flexibilité de te dire, bah tiens, je me sens bien dans l'endroit où j'ai rencontré quelqu'un qui est cool, on peut peut-être passer un peu de temps ensemble, enfin voilà. Mais en même temps, là, le plan, en fait, c'est que... Enfin, l'idée, c'est que le 25 février, il y a le carnaval de Rio. Et en fait, j'ai réalisé ça. J'ai rencontré, le mois dernier, il y avait une Brésilienne qui était là, avec qui je me suis fait super pote et tout. Et donc, quand elle est partie, elle a dit, si jamais vous passez au Brésil, machin et tout, je me suis dit, attends, mais au détour d'une conversation, j'entends parler qu'il y a le carnaval. Je me dis, putain, je vais être en Amérique du Sud. C'est quand même, ça serait dommage de louper ça. Donc l'idée c'est d'être le 25 février au Brésil et donc je me suis dit ok, donc entre temps Guatemala, Brésil, qu'est-ce qu'on peut faire au milieu en termes de billets d'avion, qu'est-ce qui peut être assez logique, etc. Donc j'ai trouvé le Chili et en fait voilà, c'est des trucs où il fallait booker les billets d'avion assez rapidement pour pas que ça soit des prix trop abusés non plus. Donc la question c'était ça, est-ce que je book et je me bloque entre guillemets de peut-être pas pouvoir rester plus longtemps à un endroit. Mais d'un autre côté, c'est aussi, tu vois, je sais pas, si je rencontre quelqu'un avec qui ça clique, et peut-être que cette personne, elle peut me suivre aussi, tu vois. Et du coup, prendre mon plan plutôt que, voilà. Donc c'est comme ça, et puis j'ai juste booké un avion pour arriver dans un pays, quoi. Après, dans le pays, c'est quand même libre, et je pense qu'il y a pire que Guatemala, Chili, Brésil, je pense que dans tous les cas, je vais kiffer. Et que voilà. Voilà. Au pire, t'as des assurances annulation si tu peux annuler, non? Non, parce que je suis allée sur le moins cher. Mais je vais au Chili, en fait, non, ça dépend des compagnies, parce qu'il y en a, tu sais, qui t'offrent entre guillemets un changement gratuit, il y en a d'autres non. Puis je verrai bien. Et puis si je dois perdre 100 €, je perdrai 100 €. Tu vois. Après, je pense que c'est juste, faut juste considérer est-ce que ça vaut vraiment le coup. C'est clair. Et voilà. Non, mais je pense qu'en plus, j'ai fait un peu de recherche. Bon, le Guatemala, je sais exactement ce que j'ai à faire et tout, parce que voilà. Même le Chili, tu vois, j'ai regardé un petit peu. Il y a des trucs extraordinaires à voir. Le Brésil aussi. En plus, je vais retrouver des potes là-bas. Donc non, je pense que dans tous les cas, je vais kiffer. Cool. Donc maintenant, si quelqu'un qui nous écoute veut venir prendre un billet d'avion et venir à San Cristobal et expérimenter justement cette vie de digital nomade, est-ce qu'il y aura un conseil que tu aimerais donner? C'est pas forcément propre à San Cristobal, je dirais, si t'as envie de tenter l'aventure digital nomade, il y a deux options. Soit t'as un business qui roule déjà, et tu vois, genre t'as des clients réguliers, tu te poses pas trop de questions sur ton chiffre d'affaires qui rentre régulièrement, etc. T'as pas le stress financier. Vas-y, franchement, juste pose-toi la question sur la time zone, si tu vas pouvoir gérer le décalage horaire. Enfin, moi, tu vois, quand j'ai des meetings à faire avec mes clients, je les fais, il est 16h ici, ça fait 9h... Non, pardon, ça fait 9h ici et ça fait 16h en France, c'est ok, tu vois. Donc voilà, si t'as des revenus récurrents, vas-y, tente l'aventure, il y a rien de pire que se dire peut-être que ça me plairait, etc. Je pense que vraiment, pour le savoir, il faut le tenter. Le Mexique, c'est une destination hyper digital nomade friendly. San Cristobal, même si c'est pas dans le top du Mexique quand tu regardes, franchement pour moi c'est la meilleure ville pour digital nomade. Et puis tous ceux qui sont passés par ici, ils ont tous dit la même chose. Hein. Exactement. Ouais. Je pense que le Yucatan c'est aujourd'hui beaucoup trop cher et beaucoup trop pour faire la fête, plus que pour les digital nomades. Genre si t'es backpacker c'est parfait, si t'es digital nomade c'est moins bien. Mexico City, vraiment une super ville aussi pour digital nomades, il y a énormément de digital nomades, c'est vraiment hyper cool. Là c'est une grosse ville par contre. Voilà, il faut aimer les grosses villes, mais je pense qu'un passage c'est vraiment cool, et San Cristobal pour moi c'est la meilleure ville au Mexique pour ça. Et en plus le co-living où on est, c'est top, donc voilà. Et si jamais genre ton business il est pas encore lancé, ou tu te lances juste en freelance, comme moi j'ai fait en fait, genre je me suis lancée, j'ai matriculé mon entreprise le 12 mai, et je suis partie le 21 juin. Sans clients, sans rien. Je suis vraiment partie en mode YOLO, mais par contre j'avais de l'argent de côté. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment le conseil. Si vraiment t'as envie de partir et de pas attendre en fait, parce qu'à un moment donné, moi psychologiquement je pouvais plus attendre. Mais j'avais de l'argent de côté, et du coup financièrement j'étais moins... je me stressais pas à me dire comment je vais... manger le mois prochain, tu vois. Je savais ça, et après voilà, j'ai fait des concessions, tu vois, je dors en dortoir quasiment depuis 5 mois. Au début, je pensais que ça me conviendrait pas, et puis finalement, ça va. Bon, après, ça dépend des dortoirs aussi. Oui, parce que celui-là, il est quand même... Celui-là, il est vraiment cool. Et puis, je pense que d'être dans un co-living, tu vois, la moyenne d'âge, ça doit être 28-30 ans. Donc, c'est des gens qui sont quand même vachement plus respectueux, qui font attention au bruit, qui sont
entre guillemets, enfin propre, non pas que les gens sont sales, mais ouais, propre, organisé, tu vois, enfin, tu fais attention parce que tu sais que tu vis en communauté, alors que quand t'es dans un hostel avec que des backpackers qui ont 20 ans et tout, c'est ok, je critique pas du tout ça, sauf que ils sont plus en mode, ils sont en train de faire la fête tous les jours, peu importe ils sont en mode YOLO, mais YOLO extrême. Voilà, c'est ça, non, mais parce qu'ils vivent leur vie de backpacker et c'est totalement ok, c'est juste que... du coup, c'est pas moi ce que je recherche, et quand t'es digital nomade, c'est pas ce que tu recherches, quoi. Okay. Donc ça dépend des endroits où tu es, mais du coup, ouais, moi, pour tirer un peu le budget vers le bas, voilà, je fais ça, dormir en dortoir. Et parce qu'il faut pas croire que le Mexique, c'est un pays pas cher aussi. Certes, c'est moins cher qu'en Europe. Genre, pour donner une idée, là, le co-living où on est, une chambre individuelle, c'est 650 € le mois, je crois. Non, moi, j'ai payé 530. Ah ouais? Oh, ok. Il me semble, ouais. Ouais, mais t'as fait des nuits en dortoir au début. Non, le mois, il était à 530, plus après, j'ai payé en dortoir. Ok. Il me semble, hein. J'ai peut-être payé plus cher, je le sais même pas, mais en tout cas... On va dire en moyenne, parce qu'il y a des petites chambres, des grandes chambres et tout, en moyenne, c'est 600 € le mois. Avec une salle de bain privée. Avec une salle de bain privée. Ce qui peut être très important quand on est au Mexique. Pour ceux qui ont des difficultés. Je reparle de caca, oui, Tiffany, je le fais. Ah oui, je me disais, mais pourquoi elle parle de ça? De salle de bain privée. Ouais, parce que la salmonellose est assez présente. Donc pour ceux qui ont besoin d'intimité, ça peut être intéressant de se prendre une petite chambre privée. Ouais, donc bref, donc 600 € ici dans le co-living où on est, sachant que voilà, on a quand même du confort, on a un coworking inclus dans le prix, enfin tout est inclus dans le prix, internet hyper rapide, on a une femme de ménage tous les jours. Donc ça fait la diff. J'ai pas été en co-living en Europe, par contre je fais un peu une veille sur ce qui se monte en Europe, etc. Et tu vois, j'ai vu aux Canaries un co-living dans la même vibes, c'est au moins 1500 € le mois, tu vois, la chambre, au moins. Wow. Et ça monte parfois plus cher. Donc, et c'est aux Canaries, en Espagne, c'est pas en France. La France, alors j'ai vu des trucs, mais c'est pas vraiment des co-living pour digital nomade, tu vois. C'est plus co-living pour vivre plus longtemps, enfin, et là t'es sur 900 000 €, tu vois. Mais c'est pas vraiment fait pour les digital nomades. Ok. Tu me disais que ton papa attendait cet épisode avec impatience. Ouais, et ça papa. Ça fait plusieurs fois que tu dis YOLO, tu penses qu'il sait ce que ça veut dire YOLO? Moi je sais que mes parents ne sauraient pas. Non, sûrement pas. Ouais, donc pour toi, papa de Tiffany, Tiffany va vous expliquer ce que veut dire YOLO. Ouais, you only live once. Donc en français, on ne vit qu'une seule fois. Voilà. Donc en gros, voilà, il faut faire en sorte d'en tirer le maximum, et puis de juste, quand t'as envie de faire quelque chose, fais-le, et puis au mieux, c'est une super expérience, au pire, t'auras appris quelque chose, et voilà. C'est clair. Donc moi, j'ai rejoint Tiffany un peu... Enfin, j'ai saisi une opportunité de freelance aussi, qui s'est présentée à moi sans que je la cherche. Si seulement les mecs pourraient arriver aussi rapidement que les opportunités de freelance. Ça serait top. Et du coup, j'ai voulu aussi aller tenter cette expérience de digital nomade que j'ai adorée. Par contre, comme tu l'as... Enfin, elle est très disciplinée. Moi, j'ai un petit peu plus de mal, surtout quand je commence à rencontrer des gens, parce que je suis très sociale. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à justement me poser, réfléchir. Donc moi, je vais faire un break pour justement essayer de penser à comment je peux lancer un truc et pas faire que du freelance. Donc ouais, je pense que si tu veux te lancer et que tu veux tenter le digital nomadisme, il faut connaître la discipline. Ouais, après, tu vois, moi je l'ai trouvé en route, oui. En fait. Ouais. Oui, mais tu t'es laissé le temps. Ouais. Mais du coup, je me suis laissé le temps parce que j'avais de l'argent de côté, en fait. Okay, on en revient toujours à ça, c'est-à-dire que vois tes finances, soit t'as une rentrée d'argent qui est régulière et qui te permet de vivre, soit c'est pas le cas et à ce moment-là t'as de l'argent de côté, et l'argent de côté te permet en fait de prendre le temps de réfléchir, de tenter des choses, voilà, tu vois. C'est clair. Non mais c'est cool. Bah écoute, est-ce qu'il y a autre chose? Moi j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Donc est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure cet épisode? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Et on a dit exactement la même chose à la fin de l'autre épisode. Ouais, bah du coup tu comprends parce que ça fait chiant en fait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Non. Et si je coupe, il faut bien que je termine avec quelque chose. Mais oui, mais répète pas la même chose. Ah, oui, mais c'est toi qui dois pas dire la même chose. Mais moi, je dis tout le temps la même chose. Je sais pas, qu'est-ce que je devrais ajouter? Alors du coup, est-ce que tu penses que... Et si on estimait, tiens, on se reparle dans combien de temps? Bah ça dépend, genre je vais passer 2 mois au Guatemala, est-ce qu'on fait un bilan du Guatemala à la fin? Eh ben écoute, je propose qu'on demande à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, si vous avez écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont encore là. Pour ceux qui sont encore là, dites-nous quand est-ce que vous voudrez qu'on se reparle, Tiffany et moi.
au mois de janvier. Ah, donc là, on est fin novembre 2021. Je regarde ma montre, genre, j'y ai même pas la date dessus, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on se reparle en janvier, février, ou est-ce qu'on lui parle après le carnaval de Rio? Dites-nous ce que vous voulez, quand est-ce que vous voulez savoir. Si ça vous intéresse toujours. Si ça vous intéresse toujours. Moi, ça m'intéresse en tout cas, donc dans tous les cas, on va continuer à se parler, ça, j'ai aucun doute. Ça, c'est sûr. Mais moi, je sais pas où je serai, mais je sais que je viendrai te rejoindre à un moment donné, quelque part. À quel moment, on ne sait pas, mais c'est ça qui est cool. C'est justement d'avoir cette... tout le monde te dit, t'as pris un billet? Bah ouais, mais je sais pas en fait. YOLO. Allez, on la retape. Mais écoute, merci beaucoup Tiffany. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire si vous avez aimé cet épisode. Et puis, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour le Guatemala. En tout cas, je sais que je vais être super jalouse en voyant tes stories et te dire, mais pourquoi j'y suis pas allée? Il y a moyen. Ouais. C'est pas grave, j'irai. Merci beaucoup, c'était cool. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Ok, à bientôt. À bientôt.